Ce webinaire est animé par Valérie Louvara, consultante formatrice en commerce international accréditée par la Chambre de commerce de Grenoble pour les Incoterms et intervenante pour nous. J'en profite également pour remercier ma collègue Carole Grosjean, en charge du conseil aux entreprises et de la réglementation, pour avoir organisé les aspects logistiques de ce webinaire. Valérie va nous présenter pendant environ 45 minutes et sous un angle pratique les principaux documents clés nécessaires à l'exportation. Vous pouvez poser vos questions au fil du webinaire dans l'encadré questions ou chat que vous trouvez en bas à droite de votre écran. Et les questions qu'on n'aura pas le temps de traiter seront traitées à la fin du webinaire pendant les 15 minutes que nous accorderons au traitement des questions. Toutefois, celles qui ne sont pas traitées, excusez-moi, on vous enverra les réponses qui seront traitées par notre équipe plus tard. Voilà, vous pouvez également aussi télécharger la présentation dans votre petit document à distribuer qui se trouve aussi à droite sur votre écran et on vous l'enverra également demain. Voilà, je vais bientôt laisser la parole à Valérie. Une enquête de satisfaction s'affichera également à la fin du webinaire. Je vous remercie de prendre un peu de temps pour la remplir. Voilà, je laisse la parole à Valérie pour la présentation. Merci. Bonjour à tous. Bienvenue à bord. Du coup, on va démarrer ensemble. Pour qu'il y ait plus de bande passante, je vais couper ma caméra. Donc, on est parti pour 45 minutes. Je vais en profiter pour remercier les entreprises de la région qui ont accepté de partager les documents avec moi pour ce webinaire. Elles se reconnaîtront, donc merci beaucoup. Et sachez que pour le coup, vous aurez des acronymes qui ont été prévus là dans la présentation pour comprendre en fait tous les termes que j'ai utilisés et des liens utiles en fin de présentation qui pourront vous aider par la suite. Voilà, je coupe ma caméra et on est parti. Alors, déjà au niveau du sommaire, les documents qu'on a choisis avec le GREX, ce sont 9 documents qui sont couramment utilisés dans vos opérations export, que nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir, sachant que la liste des documents codifiés par la douane pour établir une déclaration en douane, ce qu'on appelle un DAU, document administratif unique, comprend environ 600 documents ou dispositions. Donc en fait, vous voyez que la liste des documents est longue. Donc là, on part du principe qu'on va en voir 9. Alors 9, c'est pas beaucoup, mais en 45 minutes, c'est déjà pas mal. Alors peut-être, voilà, vous voyez que les documents, ils ont été regroupés par typologie. On parle des factures au départ, proforma, facture pour douane, la facture commerciale. Ensuite, les documents douaniers, donc le UR1, l'ATR, le certificat d'origine, le DAU, donc la déclaration en douane, et puis les documents de transport, la lettre de transport aérien, la Airway Bill, le Bill of Lading, qu'on appelle connaissement en français, et la CMR. Voilà les documents qu'on a choisis. Alors, une petite entrée en matière quand même concernant le contexte, parce que parler des documents sans parler du contexte, ce serait un peu dommage. Donc, vous voyez que les documents sont au centre, mais au centre d'un environnement qui réunit moult réglementations. Alors, la réglementation du pays d'arrivée, la réglementation du pays de départ, en ce qui nous concerne la France, et notre territoire douanier, donc le territoire douanier de l'Union européenne, les réglementations des pays de transit, et puis selon les produits que vous transportez, que vous expédiez, que vous exportez, eh bien, ces produits peuvent être soumis à des réglementations, comme par exemple les biens double usage ou les marchandises dangereuses. Et puis ces produits, il va bien falloir les déplacer, hein, donc on va être confronté aussi à des réglementations dans le domaine du transport, qu'il s'agisse de transport aérien, maritime ou routier. Donc vous voyez que ça fait quand même beaucoup de réglementations et de règles dont il va falloir tenir compte. Et bien sûr, les exigences clients, parce que chaque client peut avoir ses exigences, y compris documentaires. Alors, quand on parle de toutes ces réglementations, juste pour revenir un petit peu quand même sur l'Union européenne et les 27 États membres de l'Union européenne, entre nous, il n'y a plus de frontières. Donc, nous sommes en union douanière.
Les échanges sont facilités, simplifiés, y compris sur le volet documentaire. Et en fait, on a adopté une réglementation commune qui est le Code des douanes de l'Union, le CDU. Quand est-ce que les documents et les formalités augmentent? Eh bien, dès que les marchandises quittent notre territoire douanier pour aller vers un autre territoire douanier. Et pourquoi? Parce que qui dit autre territoire douanier dit réglementation différente. Une entreprise française qui exporte vers la Russie, donc la Russie c'est un pays tiers, hein, hors UE, a sa propre réglementation. Et selon le pays tiers, la réglementation, eh bien, elle sera plus ou moins contraignante, avec plus ou moins de barrières tarifaires et non tarifaires. Donc là, je parle des droits de douane, des taxes, des normes aussi. Et côté vocabulaire, là, on va utiliser le terme exporter. Donc, quand j'exporte vers la Russie, ça veut dire qu'il y a une frontière et que forcément, il y aura une obligation de déclaration en douane de sortie. Et quand la marchandise arrive de l'autre côté, forcément, il y aura une déclaration en douane côté pays de destination, donc une douane import. Pour la terminologie, quand on envoie des marchandises en Italie, on va dire qu'on expédie des marchandises en Italie puisqu'il n'y a pas de frontière, donc il n'y a pas de douane. Donc le vocabulaire, il a quand même son importance parce que derrière les mots, il y a des définitions. Et d'un point de vue douanier, une exportation, c'est vraiment la notion de frontière et de franchissement hein, de frontières, donc déclaration en douane. Alors, je voulais partager avec vous cette carte qui est donc un rapport qui a été réalisé par la Commission européenne, un rapport sur les barrières au commerce en 2019. Et pourquoi je vous montre cette carte? Parce que déjà, vous voyez que la liste des pays est longue. Il y a pas mal de pays hein, qui ont été listés comme étant des pays qui mettent en place des barrières au commerce. Hein. Et dans les 6 premiers, on voit la Chine, la Russie, l'Indonésie, les États-Unis, l'Inde et la Turquie. Peut-être que ça fera un peu écho à ce qu'on va aborder tout à l'heure, à savoir un document supplémentaire qui a été demandé par les autorités turques hein, dorénavant, qui est le certificat d'origine. Donc, pourquoi je donne cet exemple? Parce que vous voyez que la réglementation, elle impacte lourdement sur les documents et qu'un pays, en l'occurrence la Turquie, qui décide dorénavant d'imposer aux exportateurs de l'Union européenne de fournir un certificat d'origine visé par la CCI, c'est une barrière hein, dans la mesure où dorénavant, ça veut dire qu'il va falloir afficher les origines des produits sur ce document, chose qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. Et puis, c'est quand même un coût aussi associé, puisque c'est un document supplémentaire avec un visa. Alors, le premier document sur lequel on va s'attacher, c'est la facture pro forma. Alors, les factures en général, il y a plusieurs types de factures. On va commencer par celle-ci. C'est un peu la genèse de l'histoire hein, dans le cadre du contrat de vente. Et cette facture pro forma, on dit que c'est une facture pour la forme. Elle concerne souvent des marchandises non facturées. Alors, bien sûr, à ne pas confondre avec la facture commerciale. Parce que la facture pro forma, c'est un document commercial, mais qui n'a pas d'enregistrement comptable. En fait, elle n'a pas vraiment non plus de forme spécifique. Elle peut être réalisée sur des logiciels bureautiques, hein, Excel, Word ou dans l'ERP de l'entreprise. Donc, c'est le vendeur qui l'émet pour l'acheteur. Et on va voir qu'elle peut être émise dans plusieurs cas. Et d'ores et déjà, je voulais faire un petit zoom parce qu'on a souvent des questions là-dessus. On a souvent des entreprises qui nous disent quelle valeur je dois déclarer sur cette facture pro forma, parce que beaucoup d'entreprises déclarent, on va dire, des valeurs minimisées et se demandent si ce qu'elles font, c'est bien. Alors, d'un point de vue réglementaire, je voulais tout de suite insister là-dessus, le zoom sur la valeur à déclarer pour les envois non facturés, par exemple des échantillons. Sachez qu'il n'y a pas de ligne stricte, mais il y a quand même des principes réglementaires à respecter. On dit qu'une marchandise a toujours une valeur pour la déclaration en douane, qui doit donc figurer sur une facture à l'appui du DAU, donc de la déclaration en douane. Mais il n'y a pas qu'une facture pour déclarer une valeur.
La facture pro forma, donc pour la forme, est aussi admise et en pratique, elle est très utilisée. De même qu'une attestation de valeur peut suffire pour déclarer une valeur. Alors, quand vous avez des envois non facturés, il va falloir faire apparaître sur la facture commerciale, pardon, la facture pro forma, la valeur pour la douane et donc la valeur que vous allez déclarer et la mention goods not for sale. Donc, en fait, ça veut dire que ces marchandises ne sont pas à vendre, ce n'est pas un but commercial. Et quelles sont les bases réglementaires? Alors, il y a un article 144-2 du règlement d'exécution. Donc là, je suis dans le cadre de notre réglementation douanière commune à l'Union européenne. Cet article exclut la possibilité de se référer à des valeurs arbitraires, fictives ou minimales. Donc, vous voyez que du coup, c'est encadré. Et donc, ça veut dire, en clair, que vous devez déclarer une valeur pour la douane qui est en fait la valeur transactionnelle, c'est-à-dire la valeur du produit. Alors, quels sont les cas? Parce que pour le coup, j'ai fait une segmentation entre la facture pro forma avant expédition, que vous pouvez être amené à faire dans les cas où vous n'avez pas encore expédié de marchandises, mais vous pouvez avoir besoin d'une pro forma. Donc, de quoi s'agit-il? De paiement d'avance, d'informations préliminaires au contrat avant réalisation, ou d'offres ou de devis. Parfois, on se sert de la proforma pour faire une offre ou un devis. Ou permettre à votre client d'ouvrir sa lettre de crédit, son crédit documentaire, ou une licence d'importation. Parfois, elle est même utilisée en guise de commande. Là, la terminologie facture proforma, elle est tout à fait appropriée. Et on va s'en servir dans ces cas-là. Et la façon dont on va la rédiger, elle dépendra de l'utilisation qui en est faite. On ne va pas la rédiger de la même façon quand c'est une proforma qui va servir à ouvrir un crédit documentaire ou une licence d'importation ou un devis, ou quand il s'agit d'un paiement d'avance. Donc, il va falloir customiser les éléments qu'on va apporter dans cette proforma. Ensuite, on a le cas où, par exemple, on va envoyer des marchandises. Alors, je prends par exemple ici l'exemple de pièces manquantes. Imaginez que vous ayez fait partir des marchandises dans un conteneur, vous les avez facturées, elles sont parties. Et puis, on se rend compte dans l'entrepôt que quelques colis, quelques boîtes ou quelques cartons n'ont pas été envoyés. En fait, ils ont été oubliés. Alors, c'est des choses qui arrivent. Eh bien, dans ce cas-là, il va bien falloir les faire partir ces marchandises. Donc, dans ce cas-là, on va faire, alors, on peut dire aussi une facture pro forma, mais dans ce cas-là, il conviendrait mieux de l'appeler facture pour douane, donc customs invoice, et bien sûr, toujours de déclarer une valeur pour douane. Et la valeur pour douane, c'est la valeur qu'on a évoquée tout à l'heure, à savoir la valeur transactionnelle, puisqu'on n'a pas le droit de mettre une valeur fictive, arbitraire ou minimisée. Alors ici, les mentions recommandées pour éviter tout blocage. Donc les mentions recommandées dans une proforma, bon bien sûr, ce sont des données qui concernent l'identification des parties. Et puis, il y a aussi certaines données auxquelles il faut penser. Par exemple, dès le départ, puisque souvent c'est un peu la genèse de l'histoire, cette facture pro forma, se dire que au plus on fait bien en amont, au plus on évitera d'oublier certaines choses ensuite dans la chaîne documentaire et en particulier sur la facture commerciale. Donc, dès l'amont, ça peut être intéressant de préciser la désignation des marchandises de façon précise. De mettre le code douanier, les 6 positions, ce qu'on appelle le SH, ça veut dire système harmonisé, qui sont en fait ces 6 chiffres, ce sont ceux qui sont communs au niveau mondial et régis par l'Organisation mondiale des douanes. Et puis, une notion fondamentale, l'origine. En fait, quand on parle du SH et de l'origine, on est sur 2 piliers de la douane. Et tout à l'heure, quand on a parlé de la valeur, on complète le triptyque de la douane, c'est-à-dire les 3 fondamentaux de la douane. Tout ce qui concerne les spécificités liées au produit, donc ça mérite d'être porté dans la proforma dès le départ. Pourquoi? Pour être le plus clair possible et donner les informations dont le client peut avoir besoin, lui, de son côté, pour savoir ensuite comment peut-être ces marchandises qu'il va recevoir vont être traitées côté douane import.
Et puis peut-être, quand bien même ce n'est pas une facture commerciale, on peut commencer à mettre la formule, ou on appelle ça la disposition pertinente, du Code général des impôts concernant la facturation hors TVA, puisque quand on va à l'international, on facture hors TVA, puisque la marchandise n'est pas mise à la consommation en France, et que pour ce faire, il va falloir qu'on respecte la réglementation fiscale française et que l'on porte la mention pertinente sur le code, sur votre facture. En l'occurrence, là, pour l'international, je vous la montrerai par la suite puisqu'elle figure sur certaines factures. Mais on peut très bien anticiper cette mention dès la proforma pour ne pas l'oublier ensuite sur la facture, parce qu'on sait et on voit que de temps en temps, cette mention, elle est oubliée. Or, elle est quand même nécessaire et importante puisque en cas d'oubli, il y a des sanctions qui sont prévues. Alors, juste un exemple de pied de facture pro forma ou facture pour douane. Donc là, il s'agissait de faire partir du matériel sans valeur commerciale. Donc, vous voyez en bas, il y a bien la mention Value for Customs Purpose Only avec le montant. Donc, en l'occurrence, c'était la valeur transactionnelle. Not for sale. Et puis, l'article du Code général des impôts qu'on peut anticiper. Il y a également des infos concernant le colisage qu'on peut anticiper, quand bien même le colisage sera approximatif. Et puis la notion d'origine. Et vous voyez également le code SH qui apparaît, 84 81 20. Alors, j'arrive maintenant sur la facture. Donc, si je puis dire, la vraie facture. Donc, ce document, c'est un document comptable, commercial et juridique. C'est la pièce maîtresse des documents export. Alors, qui l'émet? Donc, bien sûr, le vendeur pour l'acheteur. Et elle peut être émise en devise autre que l'euro. Et vous allez voir que dans notre réglementation fiscale française, il y a quelque chose de prévu dans l'éventualité où on fait cette facture dans une devise autre que la nôtre. Alors, concernant la facture électronique, tout à fait possible, bien sûr, elle est largement pratiquée, sous réserve que l'acheteur formalise son acceptation et le contenu d'une facture dématérialisée doit correspondre à celui d'une facture papier comportant strictement les mêmes mentions obligatoires. Alors, la facture, à quoi elle sert? Quand je dis que c'est un document qui est une pièce maîtresse, elle sert d'appui à la déclaration en douane. Pour info, elle est codifiée, on va la retrouver dans la déclaration en douane. Elle a une valeur juridique importante puisqu'elle atteste de la créance d'un financier envers un débiteur. C'est un élément de preuve d'une opération commerciale en l'absence de tout autre document. Et c'est un justificatif comptable, support aussi à l'exercice des droits à la TVA. Donc, en tout cas, dites-vous que vraiment, s'il y a un document dans tous les documents de la chaîne export qu'il va falloir, je dirais, vraiment sur lequel il va falloir prendre toutes les précautions, c'est bien ce document-là. D'autant que ce document, c'est celui qui permet d'acter le chiffre d'affaires et qui va permettre à votre client de vous payer. Donc, tout ce qu'on veut, c'est que ce document soit fait correctement et qu'ensuite, il puisse servir aussi à élaborer d'autres documents et à ce que ces documents soient élaborés aussi correctement. Donc, c'est quand même un appui, je pense en particulier à la déclaration en douane, c'est vraiment un appui précieux. Et ce document, c'est bien l'exportateur qui l'émet. Alors, ici, j'ai mis un récapitulatif des bases réglementaires pour les factures émises en France. Quelles sont les bases réglementaires sur lesquelles vous devez vous appuyer pour faire en sorte que vos factures respectent la réglementation fiscale française? Alors, vous voyez qu'il y en a plusieurs, mais je voulais insister en particulier sur l'article 242 noni A. Vous voyez qu'il y a écrit mention obligatoire sur les factures. Donc, vous pourrez, avec la présentation que vous pouvez télécharger, aller cliquer sur ce lien et vous verrez toutes les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures, en l'occurrence des factures émises en France par un exportateur français. Vous avez également des liens pour compléter avec le CEDEF qui sont intéressants. Alors, quelques exemples liés à, par exemple, des montants qui figurent sur la facture exprimés dans une monnaie autre que l'euro. Vous avez également des éléments concernant la langue étrangère. Donc, vous verrez que les impôts peuvent demander ou exiger une traduction en français s'ils le souhaitent.
Et puis, concernant l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité doivent être assurées à compter de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation. Donc, c'est sûr qu'il faut bien être au fait des périodes de conservation hein, pour tous vos documents, en particulier pour la facture. Donc là, en matière fiscale, c'est 6 ans. Alors, les sanctions sont également prévues, c'est-à-dire en cas de non-respect des règles, il y a des amendes pénales et fiscales qui sont prévues. En l'occurrence, là, vous voyez, avec des sommes assez conséquentes, hein, voire article 441-9 du Code du commerce. Un exemple maintenant de la réglementation du pays de destination, puisque là, on vient de parler de la réglementation en l'occurrence française, avec les mentions obligatoires. Et quand on exporte, il va falloir aussi tenir compte de la réglementation du pays de destination. Et là, par exemple, vous avez sous les yeux des informations qui viennent, alors je cite les sources, hein, de l'exportateur, donc la CCI de Paris. Donc il s'agit là d'un abonnement annuel avec la possibilité de trouver toutes les formalités nécessaires quand vous exportez dans presque tous les pays au monde, et notamment par exemple les documents et puis les mentions qui doivent figurer sur ces documents. Donc là, je suis allée sur la fiche Mexique, hein, donc la fiche pays Mexique, pour voir quelles étaient les obligations imposées par le Mexique au niveau des mentions sur la facture. Et vous voyez qu'il y a quand même des mentions spécifiques. Par exemple, il faut faire figurer le numéro d'enregistrement de l'importateur, le RFC. Vous voyez également que, bien sûr, les conditions de livraison, hein, les incoterms, la description précise des marchandises avec l'ESH, les fameux 6 chiffres, le code douanier, le poids brut, le poids net, le nombre de colis, le pays d'origine, une signature manuscrite d'une personne habilitée précédée par la raison sociale ou le cachet de l'entreprise. Et cette signature manuscrite, pour le coup, elle doit figurer sur chaque page, chaque exemplaire hein, de la facture commerciale. Et puis une clause d'authenticité apposée au-dessus de la signature, comme quoi les prix indiqués dans la facture sont les mêmes que l'on trouve hein, sur le lieu d'achat. Alors, maintenant, je vous montre ce que ça donne. Voilà, une facture pour le Mexique qui a été réalisée donc en espagnol. Donc ça veut dire que l'entreprise a suivi la recommandation du pays de destination. Et cette facture-là, du coup, là, on parle de l'entête de facture. Elle reprend les coordonnées, donc l'identification des parties, hein, bien sûr, et le fameux numéro RFC, vous avez vu, qui était demandé. Donc, il est bien porté ici, hein, dans l'adresse de facturation. Ensuite, on a le corps de la facture où on va retrouver aussi les éléments qui étaient exigés avec ici l'incoterme. Donc, il s'agissait d'un incoterme DAP San Miguel de Allende avec les ports d'arrivée, sachant que j'en ai profité pour montrer le lien qu'on a également avec la déclaration en douane export pour vous dire que quand on va voir le DAU là, dans les diapositives qui suivent, vous allez voir que les éléments qui sont portés dans le DAU, en fait, ils ont été pris dans cette facture. Ça veut dire que les éléments que vous mettez dans votre facture, il faut vraiment penser que derrière, ils vont servir à l'établissement, entre autres, de la déclaration en douane export. Et en l'occurrence, là, j'ai mis en jaune les éléments qu'on va retrouver dans le DAU par la suite et qui figurent dans la facture. Donc, l'incoterme, le code douanier, la désignation des marchandises et puis les documents à l'appui de la déclaration en douane, en l'occurrence, la facture. Et là, il est fait mention d'un EUR1, sachant qu'il s'agissait d'une valeur de facture supérieure à 6 000 €. Il se trouve qu'avec le Mexique, l'Union européenne a signé un accord de libre-échange. Et donc, ici, vous allez voir que derrière, on parlera de ce que c'est qu'un EUR1. Mais effectivement, il y a ce document qui a été fait à la suite de la facture et qui va être repris aussi dans le DAU. Donc, il y a bien une traçabilité des documents qui sont émis tout au long de la chaîne. Alors, le pied de facture, ici, bien sûr, on va trouver le montant. On va trouver la fameuse clause de réserve de propriété
qu'on n'est pas forcément obligé de trouver dans une facture, hein, qui doit figurer normalement dans les conditions générales de vente, qui, je le rappelle, sont aussi le socle de la négociation. Donc, c'est vrai que dans la chaîne documentaire, au tout début, c'est important d'avoir des conditions générales de vente export qui soient customisées et mises à jour, hein. Donc là, je vois que cette clause de réserve de propriété, effectivement, elle figure sur la facture. Et puis, on trouve également la date d'échéance qui est obligatoire, elle fait partie des mentions obligatoires. Et puis, les coordonnées de l'exportateur français avec, entre autres, des données comme le SIRET, l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés, etc., qui font partie des éléments obligatoires. Alors, un petit clin d'œil, si jamais il y a des entreprises qui ont des lettres de crédit, c'est-à-dire des crédits documentaires. Donc ça, c'est une technique de paiement sécurisée, hein, pour se faire payer. Sachez qu'une facture n'a pas besoin d'être signée ou datée. Sauf si, bien sûr, dans les termes de la lettre de crédit, ceci est exigé. Et pour ça, pour savoir ce qu'il y a lieu de faire ou pas, les règles qui s'appliquent, ce sont les règles et usances uniformes, hein. Et là, dans l'article 18, il est écrit qu'une facture n'a pas besoin d'être signée ou datée. Et vous pouvez compléter par les pratiques bancaires internationales standards. Donc, on va dire vraiment les deux éléments qui peuvent vous permettre de viser une présentation des documents conformes dans vos crédits documentaires. Alors, du coup, on arrive au premier sondage. La question est, la facture est-elle le seul moyen pour déclarer une valeur? Donc, il faut répondre oui ou non. Je vous laisse répondre. Alors, on vous accorde un petit moment pour répondre et on vous annoncera les résultats dans un petit moment. Alors, 80% d'entre vous ont voté. Je vous annonce les résultats. Donc, 30% oui et 70% non. Valérie, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est? Effectivement, ce n'est pas le seul moyen pour déclarer une valeur. Vous pouvez aussi déclarer une valeur dans vous rappelez la facture proforma ou une attestation de valeur. Donc, c'est intéressant quand même à savoir. Et si quelqu'un vous dit c'est forcément une valeur doit forcément être déclarée sur une facture, c'est pas du tout ce que dit le code des douanes. Donc, retenez que il est possible de déclarer une valeur sur un autre document. Et je vois que la majeure partie d'entre vous a répondu que c'est possible. Voilà. Alors, je continue par le certificat EUR1. Qu'est-ce que c'est que ce document? C'est un document douanier. C'est un document de circulation visé par la douane export. Il est émis par l'exportateur et il permet à l'importateur de bénéficier de préférences tarifaires, le cas échéant, à condition de répondre, alors il y a une condition, aux règles d'origine préférentielle de l'UE, dans le cadre des accords préférentiels. Donc, on ne parlera de certificat EUR1 qu'avec les pays avec lesquels on a des accords préférentiels. Et j'en profite pour vous dire que ce document n'est pas, comment dire, ce n'est pas le même que le certificat d'origine. Il y a parfois des confusions là-dessus. Donc, j'en profite pour vous dire tout de suite et réinsister là-dessus. C'est un document qui est visé par la douane export. C'est un document qui va permettre à l'importateur de bénéficier de préférences tarifaires dans les pays avec lesquels on a signé un accord préférentiel. Donc, autant vous dire qu'il est très, très important pour l'importateur, pour votre client, parce que c'est ce qui lui permettra de ne pas payer de droits de douane, le cas échéant, si toutefois il y en avait, parce qu'encore faut-il qu'il y en ait. J'en profite aussi pour vous dire que pour s'affranchir de ce document, vous avez des facilités, et notamment des facilités douanières avec le statut EA et le statut EE. Alors EA, c'est exportateur agréé, EE, exportateur enregistré. Alors EA, par exemple, là pour le Mexique, puisqu'on vient de parler du Mexique, et EE pour les derniers accords, en l'occurrence là, qui ont été signés. Entre autres le Vietnam, le dernier petit nouveau, c'est le Vietnam, où on a, pour le coup, dorénavant, on doit s'enregistrer en tant qu'exportateur enregistré pour déclarer l'origine préférentielle
sur la facture et ceci vous permettra et suffira, vous n'aurez plus besoin de faire de UR1. Donc la tendance, elle est quand même lourde hein, pour simplifier, dématérialiser et la simplification, bah, c'est des documents en moins. Donc ça peut être intéressant pour vous de demander ces statuts, alors bien sûr en fonction de vos flux, et ensuite de vous affranchir de vos EUR1, ça vous fera un stop douane en moins et puis des coûts en moins. Alors voilà à quoi ça ressemble. Hein. Donc là on est sur l'EUR1, France et Mexique, avec donc l'Union européenne et le Mexique. Et vous voyez ici, pardon, le visa douane. Donc ce document est bien visé par la douane. Je continue. Et ici, je vous montre une facture, un pied de facture, où l'entreprise, en l'occurrence, là, a demandé son statut EA et donc une déclaration d'origine préférentielle sur un document commercial suffit. Ça veut dire qu'elle s'économise le certificat EUR1. Et vous voyez que sur la facture, on trouve bien la mention Goods for Export VAT Excluded avec l'article du Code général des impôts qui va bien pour justifier votre facturation hors TVA. Ensuite, je passe à l'ATR. Alors, ce document-là, vous ne le trouverez que dans des flux qui concernent l'union douanière entre l'UE et la Turquie. C'est un document qui atteste du statut douanier union des marchandises. Et pour le coup, quand vous exportez vers la Turquie, votre importateur turc, eh bien, il est exempté de droits de douane, sous réserve que la marchandise soit accompagnée de ce document, le certificat ATR. Alors, comme le UR1, ce certificat, il est visé par la douane de sortie. Et j'en profite pour vous dire que ce document n'est pas un document d'origine. Ce document permet d'accompagner les marchandises et de leur conférer un statut douanier union, mais ce n'est pas un document d'origine. Et donc, depuis 2019, la Turquie exige, en plus de ce document, un CO, un certificat d'origine visé par la CCI, ce qui veut dire que dorénavant, la Turquie, elle se soucie de l'origine et le document qu'elle exige dorénavant, c'est un CO en plus de l'ATR. Alors, ce CO, certainement que derrière, il aura une finalité, c'est-à-dire que sur un certificat d'origine, on va y venir, hein, il va falloir déclarer l'origine des produits et selon l'origine UE ou pas, on va avoir des droits de douane à payer. Si les produits sont origine UE, il n'y aura pas de droit de douane, mais si les produits n'ont pas l'origine UE, il y aura des droits de douane à payer. Donc, en fait, ça, c'est un exemple hein, de réglementation prise par un pays, quand bien même nous sommes en union douanière. Donc, ça veut dire que, pour le coup, il y a une décision unilatérale hein, de remettre quelque part en cause l'union douanière en imposant ce genre de barrière. Alors, voilà. Donc là, vous voyez l'entête hein, d'un certificat ATR. Le corps et puis le pied avec, en l'occurrence là, la déclaration de l'exportateur. Et ici, on doit avoir un visa douane de sortie, puisque ce document doit être visé par la douane de sortie, en case 12. Alors, un petit mot sur la plateforme GEFI. C'est la plateforme sur laquelle vous faites vos formalités internationales, notamment quand vous avez besoin de faire viser vos documents, les factures, le certificat d'origine. Alors, juste pour vous dire que la nouveauté, c'est que depuis février 2020, vous pouvez saisir vos certificats ATR et EUR1 également sur la plateforme. Donc, ça veut dire que ça peut être facilitant au niveau de la gestion des papiers des CERFA. Hein. Dorénavant, la CCI s'en charge et pour le coup, vous pouvez avoir tous vos documents sur la même plateforme. Donc, voilà. Alors, on aborde le certificat d'origine maintenant. Le fameux certificat d'origine qu'on rencontre beaucoup à l'international. Donc, il s'agit d'un document émis par l'exportateur et contrairement au document EUR1, vous vous rappelez le certificat EUR1, on avait parlé de origine préférentielle. Ce certificat d'origine, il est vraiment ici pour attester de ce qu'on appelle l'origine non préférentielle des marchandises.
Et c'est pas avec ce document-là que l'importateur va bénéficier de préférences tarifaires, c'est-à-dire ne va pas payer de droits de douane. Donc la différence avec le UR1, c'est que c'est un visa CCI. Et puis, ce n'est pas un document qui va permettre de bénéficier de droits de douane réduits, voire de droits de douane à zéro à l'arrivée dans le pays. Par contre, comme son nom l'indique, c'est un document d'origine. Ça veut dire qu'il y a 2 cas où on peut exiger ce document de vous. Ça peut être le client qui se soucie de l'origine des produits qu'il achète. Pour lui, c'est important et il veut une preuve de l'origine. Mais ça peut être aussi la réglementation d'un pays qui exige ce document. Donc, en fait, il y a vraiment 2 cas, je pense, assez différents. Alors, pour connaître les règles d'origine non préférentielles, vous avez ici une base, donc je remercie le partenaire, la International Pratique. Vous verrez comment l'on fait pour trouver les fameuses règles d'origine préférentielle. Vous avez ici les liens que vous pouvez suivre. Et puis, vous voyez que quand on parle d'origine non préférentielle, il est question de produits entièrement obtenus et ceux ayant subi une dernière transformation substantielle. Donc, les règles d'origine non préférentielle et les règles d'origine préférentielle sont différentes. Et vous voyez que les documents associés sont différents. Tantôt, on parle de certificat EUR1 ou de certificat d'origine. Les règles ne sont pas les mêmes et la finalité des documents n'est pas la même. Donc, je vous laisserai regarder, mais dans la présentation, vous verrez que j'ai mis un certificat d'origine pour la Turquie aussi, puisque dorénavant, ben voilà, nouveau document à fournir. Alors, il existe également un ICO, certificat d'origine électronique, qui est intéressant et qui se pratique de plus en plus souvent. Donc, pour le coup, c'est intéressant dans le sens où il n'y a plus besoin d'impression papier, sauf pour les lettres de crédit, les crédits documentaires. Hein. On va dire que l'épisode Covid a accentué le phénomène des certificats électroniques. Donc, ça se pratique de plus en plus. Néanmoins, il faut faire quand même attention parce que selon la réglementation du pays d'arrivée, il faut absolument s'assurer que le pays d'arrivée accepte ce type de certificat. Quand il s'agit d'une exigence client, c'est différent. Mais quand il s'agit de la réglementation du pays d'arrivée, il faut absolument vérifier si la loi du pays de destination accepte de donner la même force à des données électroniques par rapport à des données sous format, on va dire, papier. Hein. Alors, j'arrive au DAU. Qu'est-ce que c'est que le DAU? C'est la fameuse déclaration en douane export qui va être obligatoire dès que la marchandise quitte le territoire douanier de l'Union européenne. Alors, il s'agit d'un document unique harmonisé au niveau de l'Union européenne, puisqu'on est dans le cadre de notre union douanière avec un code des douanes de l'Union, une réglementation commune qui comporte 54 cases. Qui l'émet? Alors, il y a 3 cas. Ça peut être l'entreprise pour compte propre, ou un représentant en douane enregistré en représentation directe ou un représentant en douane enregistré en représentation indirecte. Alors, vous verrez ici les différences entre ces 3 modes sachez que vous allez trouver celui qu'il a émis en case 14. J'insiste au niveau de ce document parce que ce document, c'est vraiment la preuve douanière idéale pour justifier votre facturation hors TVA. Donc, il faut veiller à récupérer cette preuve avec le statut BAE ECS sorti, comme quoi la marchandise, elle a vraiment quitté le territoire douanier de l'Union européenne. Et veiller à archiver après ces DAU avec votre facture hors TVA. Alors, ce n'est pas la seule preuve, hein. Il y a des preuves alternatives aussi, hein, mais c'est quand même, on va dire, la preuve douanière idéale. Alors, il y a 54 cases, on va bien sûr pas regarder les 54 cases, on n'en a pas le temps de toute façon, et c'est pas le but, mais il y a certaines cases qui sont plus importantes que d'autres, et je vous inviterai quand même si vous sous-traitez vos DAU, à les contrôler parce que la plupart du temps, on est sur un mode de représentation directe quand vous sous-traitez ce document. Et c'est quand même l'entreprise qui figure en case 2 en tant qu'exportateur qui, aux yeux de la douane, est responsable des éléments qui sont déclarés dans le document. Donc, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est important de contrôler vos DAU
et surtout de vous assurer déjà de les recevoir et de les contrôler, en tout cas pour ce qui est des cases fondamentales, hein, par exemple la valeur, le code douanier qu'on va trouver ici. Vous voyez en case 33, code des marchandises, hein, le tariq avec 10 positions. Donc voilà, et je vais descendre ici. Donc là, on est sur le pied du document. Je voulais vous dire que si vous voulez aller plus loin sur ce document, vous avez en fait une présentation qui avait été faite dans le cadre d'un webinaire organisé par Grex. Donc c'est la présentation là de Marilyn Favre qui est vraiment rentrée dans le détail pour décrypter votre déclaration en douane et comprendre, mieux la comprendre déjà et savoir justement ce que ça implique pour vous en tant qu'exportateur. Je continue. J'arrive sur les documents de transport. Alors, les documents de transport, donc là, on est sur le contrat de transport. Et les documents de transport sont bien sûr différents hein, d'un mode de transport à l'autre. Donc là, on est sur la LTA, la lettre de transport aérien, en anglais Airway Bill. Donc, il s'agit d'un document de transport principal. Et vous vous rappelez, quand j'ai parlé des preuves alternatives, effectivement, il y a un BOFIP 2013, donc BOFIP, Bulletin officiel des finances publiques, hein, qui dit que le document de transport principal, donc le document de transport international, peut servir de preuve aussi pour justifier votre facturation hors TVA. Qu'est-ce qu'on trouve dans une LTA? Comme dans un Bill of Lading, un connaissement ou une CMR. Alors, le Bill of Lading, c'est pour le maritime. La CMR, c'est pour le routier à l'international. Il y a toujours 3 parties au contrat. Qui sont les parties au contrat de transport? Un expéditeur, un transporteur, un destinataire. Et bien sûr, il y a aussi, selon les documents, un commissionnaire de transport. Alors, à partir du moment où ces parties figurent au contrat, donc on est dans un environnement juridique, ça veut dire que ces parties, elles ont des obligations. Et dans le cadre des conventions qui régissent le transport international, eh bien, chaque partie a ses obligations. Alors, concernant la lettre de transport aérien, je voulais juste attirer votre attention sur la différence entre une master et une house airway bill. La master airway bill, en fait, les 3 parties au contrat, c'est en fait le shipper, c'est-à-dire l'organisateur de transport, le commissionnaire de transport, qui est le groupeur. Donc, en fait, c'est lui qui va grouper les marchandises. Et le contrat, il est entre lui et le transporteur. Le transporteur, c'est la compagnie aérienne, en l'occurrence. Et de l'autre côté, de même que le shipper est groupeur, de l'autre côté, quand les marchandises arrivent à destination, il y a un dégroupeur, c'est-à-dire un consignee, qui va récupérer les marchandises et contacter le destinataire réel. Mais vous avez bien confié du fret. Donc vous, il faut bien que vous ayez un contrat de transport où vous apparaissez en tant qu'expéditeur. Et donc là, c'est là où il va y avoir ce qu'on appelle une House Airway Bill, HAWB. Et c'est le cas, dans 90% des cas, il y a une House Airway Bill. Et on va trouver autant de house que de low. Et chaque exportateur, donc vous en l'occurrence, en tant qu'entreprise exportatrice, vous aurez une house où vous allez figurer en tant qu'exportateur et c'est bien votre client, c'est-à-dire le destinataire réel, qui figurera en tant que destinataire, donc consignee, avec le transporteur qui est en fait sur ce document, ici on le voit là, en haut à droite, le commissionnaire de transport qui s'érige en transporteur. Alors, pourquoi parler de ça? Parce qu'il y a aussi beaucoup de confusion là-dessus. Et juste savoir que la différence entre une master et une house, c'est que les parties au contrat ne sont pas les mêmes. Et que, honnêtement, ce que vous allez voir, vous, le plus souvent, c'est la house, c'est-à-dire le contrat de transport qui vous concerne, vous, le prestataire transport, donc en l'occurrence le commissionnaire de transport, et le destinataire. Donc là, on a sous les yeux une house. Vous voyez que c'est un document qui est d'ailleurs codifié hein, par IATA, International Air Trade Association, et tout est codifié à commencer par le numéro de la LTA en haut, qui va permettre en fait de retrouver votre lot et de le tracer tout au long. Donc ici, quelques éléments. Donc c'est la preuve de l'expédition, la LTA, hein, et la
House Airway Bill, elle est émise pour le compte du transporteur et qui l'émet en fait, la plupart du temps, c'est votre commissionnaire de transport. Toujours pour le petit clin d'œil concernant les lettres de crédit, sachez que pour les lettres de crédit, quand bien même aujourd'hui, majoritairement, on a des e-Airway Bill, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a des relations de confiance, les documents sont émis de façon électronique pour ce qui est du transport aérien. Donc, on parle de e-Freight ou e-Airway Bill. N'empêche que pour les crédits documentaires, on est toujours sous les REU 600 et c'est l'article 23 qui parle du document de transport aérien en disant que les banques veilleront à ce que ce document présente l'apparence d'être l'original pour l'expéditeur ou le chargeur, même si le crédit exige un jeu complet d'originaux. En fait, c'est strictement ce qui est écrit dans les REU 600. Donc, soyez vigilants au niveau des crédits documentaires. Donc, il faudra peut-être récupérer un document qui ne fasse pas qu'après, on ait des conformités, des non-conformités. On arrive au deuxième sondage. Alors, deuxième sondage, Valérie, je te laisse lire la question. Alors, une House Airway Bill est le contrat entre le transitaire, donc on l'appelle le commissionnaire de transport, et le transporteur, ou le transitaire, donc commissionnaire de transport, et son client, c'est-à-dire celui qui confie le fret. À votre avis? Les personnes sont en train de voter. C'est fini, vous avez tous voté en majorité. 7% le transitaire et le transporteur, donc en minorité, et 93% le transitaire et son client. Bon, bah, bravo. Alors, j'aborde le connaissement, le document de transport maritime. Donc, on est là sur un document, un des plus vieux documents de transport au monde, donc le Bill of Lading. Ici, là, en face de nous, on a ce qu'on appelle un document non négociable, Non-Negotiable Way Bill. Il s'agit d'un master, en fait. Vous voyez que la compagnie apparaît là, ici, la compagnie maritime. Et ce document, donc, quand il y a des relations de confiance aujourd'hui, il est majoritairement utilisé pour attester de la prise en charge des marchandises, du bon embarquement des marchandises par le transporteur, en l'occurrence. Et l'intérêt de ce document, ici, là, c'est qu'en fait, c'est un document pour le coup, pour lequel l'original ne sera pas nécessaire à destination pour récupérer les marchandises. Donc, il est majoritairement utilisé. Dans le cas d'un crédit documentaire, toujours, l'exigence du client et de sa banque va surtout être de demander un document négociable et transmissible par voie d'endo. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, certainement, ce document ne pourra pas être présenté et il faudra donner des instructions précises pour que l'exigence qui figure dans la lettre de crédit soit respectée. En l'occurrence, que ce soit un document négociable qui soit émis. Alors ici, ça veut dire que celui qui figure en tant que destinataire, on a toujours nos trois parties au contrat. Vous vous rappelez, quel que soit le document de transport, on a toujours un expéditeur, un destinataire et un transporteur. Les trois parties au contrat figurent. Ici, ça veut dire que c'est celui qui figure en tant que consignee qui pourra récupérer les marchandises, mais pour le coup, il n'aura pas besoin d'un jeu complet d'originaux pour récupérer ces marchandises. Ce document-là, donc, il est vraiment pratique parce qu'il permet cela. Alors, j'ai mis un peu toutes les vertus du BL, contrat transport, preuve de l'expédition, originaux 3 sur 3. Donc là, dans le cas où on aurait besoin de sécuriser, quand on n'est pas dans une relation de confiance, nécessaire pour prendre livraison des marchandises quand on est sur le BL négociable, avec cette mention à ordre 2 qui le rend négociable. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette mention, le document n'est pas négociable. Donc, bien sûr que dans le document qu'on a vu précédemment, il n'y avait pas cette mention, puisque d'ores et déjà, en haut, il y avait marqué document non négociable. Alors ici, vous verrez, mais je vous ai mis quelques éléments en plus pour aller plus loin sur ce document et je vous invite à regarder tout de suite
le BL qu'on avait pour le Mexique, qui s'appelle en fait une Seaway Bill, donc document non négociable. Donc on n'était pas sur un document négociable, hein. Donc là, je reviens sur le document de transport routier international, qui est notre troisième et dernier document de transport, la CMR, qui porte d'ailleurs le même nom que la Convention internationale qui régit le transport routier international. Et là, on a une CMR pour une marchandise qui est partie en Russie. Donc, on est également sur un document de transport non négociable. Alors, sachez que cette CMR, contrairement aux autres documents de transport, elle est souvent établie par le transporteur, mais dans l'absolu, il n'y a rien qui empêcherait l'expéditeur de l'établir. Comme les autres documents de transport, vous voyez que on voit les trois parties, expéditeur, destinataire et transporteur. Et comme les autres documents, à partir du moment où le transporteur prend les marchandises en charge, il y a des obligations qui pèsent sur lui, en l'occurrence, une présomption de responsabilité et une obligation de résultat, qui sont quand même des obligations qui sont très lourdes et qui sont compensées par ce qu'on appelle en fait des plafonds d'indemnisation exprimés en droit de tirage spécial, DTS, qui sont fixés en fonction du poids des colis de la marchandise qui figurera sur le document de transport. Donc ces documents, ils ont une portée avec des responsabilités importantes. Et sachez que certes, le transporteur a des obligations, mais l'expéditeur et le destinataire en ont aussi. Et en l'occurrence, dans la case 24, là vous voyez le pied de la CMR, le destinataire, c'est lui qui va attester la réception des marchandises et qui doit signer la CMR avec donc date, tampon, signature, comme quoi il a bien reçu les marchandises. Et le cas échéant, si toutefois il y a un souci, un problème qui se pose à l'arrivée, émettre des réserves précises et motivées, on appelle ça des réserves caractérisées sur le document de transport. Alors, je pense qu'on a dépassé de quelques minutes le timing. Oui, de quelques minutes, mais il nous reste encore 8 minutes pour répondre aux questions qui ont été posées, sachant qu'il y a beaucoup de questions sur ce sujet fort intéressant. Donc, je vous rappelle que les questions qu'on n'aura pas le temps de traiter maintenant, on vous enverra la réponse par mail. Alors, je vais commencer, Valérie, par une première question qui porte sur la facture Proforma. La facture Proforma doit-elle forcément avoir un numéro ?